Un cri du cœur? Je ne sais pas si c'est un cri du cœur, mais en tout cas, je pense que c'est un livre qui se veut positif, qui aborde des solutions. Bonjour et bienvenue sur Radio Era Environnement. Je suis Oumi Ahmed Mikidash et je reçois aujourd'hui sur Your Voice Thibault Lamarque, auteur de l'ouvrage L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse. Il est aussi président du groupe Castali, une entreprise qui propose une gamme de fontaines d'eau microfiltrées, eau plate et eau gazeuse pour entreprises, mais aussi pour notamment des écoles. Bonjour Thibault Lamarque et bienvenue sur Radio Era Environnement. Bonjour. Comment est née votre entreprise Castali? Ça date un peu maintenant, mais donc il y a 13 ans, j'avais envie de lutter contre le plastique à usage unique et j'avais découvert SodaStream. SodaStream qui est une solution de siphon qui permet d'éviter de préparer des boissons gazeuses maison. Et donc je me suis demandé comment est-ce que je pouvais l'appliquer dans les hôtels, dans les restaurants et dans les entreprises. Et donc j'ai développé une gamme de fontaines qui permettent d'embouteiller l'eau chez nos clients. Votre entreprise, elle est née où exactement en France? Donc j'ai démarré à Boulogne et à Issy-les-Moulineaux. En région parisienne. Oui, tout à fait. Et alors votre ouvrage, justement, il traite de la France, mais aussi des autres pays. Comment faites-vous le lien entre votre activité professionnelle et justement la problématique de la ressource en eau au niveau mondial? Écoutez, bon, mon activité professionnelle, c'est une chose. Ça fait, avant ça, j'ai travaillé chez Veolia Environnement, qui est le plus gros producteur d'eau potable du monde pendant quelques années. Et donc, le sujet de l'eau, en tout cas, Castali adresse une des problématiques de l'eau. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, et, euh, donc voilà, d'ailleurs, c'était un peu l'objet de mon livre, c'était de pouvoir balayer finalement beaucoup de sujets que je ne traite pas avec mon activité professionnelle. Je vois. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage sur les enjeux environnementaux liés à l'eau en 2023? Quel a été le déclic? Bah, il y a la canicule de 2020. J'avais déjà un livre Le livre était déjà en préparation. Et puis, vous savez, je suis entrepreneur, donc je faisais beaucoup de choses. Et j'ai pas eu le temps d'avancer. La canicule de 2022 est intervenue avec toute la catastrophe que vous connaissez. Et j'ai regretté finalement de ne pas avoir pris la parole à ce moment-là. Donc, j'ai été prêt pour l'été 2023. D'accord, c'est donc une sorte de rattrapage, on va dire. En tout cas, on va dire que je me suis forcé. Si vous voulez, un livre, ça peut durer des années. Et donc, je me suis forcé à le terminer. La gestion du plastique et l'utilisation de l'eau pose question au niveau mondial. Vous en faites votre cheval de Troie, justement, avec Castali. Quelle solution ce livre apporte aux personnes soucieuses de préserver l'environnement? Bon, déjà, c'est un essai et je pense que c'est plus une. Moi, ce que j'ai voulu, c'était semer des graines et balayer finalement ma vision de la crise de l'eau. Donc, ça n'a pas vocation à être complètement exhaustif. Ça n'a pas vocation non plus à rentrer trop dans les détails. Mais par contre, je pense que c'est un excellent ouvrage pour avoir une vision globale. Ce que je voulais aussi, c'était qu'on puisse y retrouver un certain nombre d'informations qu'on ne retrouve pas, ou que je n'ai pas retrouvées en tout cas dans les médias. Avoir des chiffres. Donc c'est quelque chose en tout cas, c'est un ouvrage que j'ai voulu extrêmement fourni. Justement, ce livre est très documenté, malgré son petit format. Quelle a été votre méthodologie d'intégration des éléments factuels? Alors, j'ai déjà eu beaucoup à faire avec les géants, les producteurs d'eau en bouteilles plastiques. En 13 ans, j'ai eu plusieurs procès. Et donc, je Ah oui, voulais absolument que chaque chiffre qui puisse poser problème, chaque chiffre qui puisse être une source de polémique, soit justifié. C'était vraiment ça, à partir du moment où j'ai posé le premier paragraphe. J'avais déjà toutes les sources pour éviter ce que j'ai pu avoir par le passé, à savoir me faire prendre en porte-à-faux sur des sujets secondaires, mais où il me manquait une référence. et alors, juste vous dites des procès. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce livre, c'est aussi une réponse à ces procès? Non, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Les procès, en l'occurrence, bon, ça concernait des géants de la bouteille en plastique, mais la crise de l'eau, elle est beaucoup plus large que ça. Elle concerne tout le monde, tous les pays, tous les continents. Ce qu'on voit, c'est que finalement, l'eau telle qu'on la connaissait avant, et si je regarde uniquement la France,
l'eau abondante de la France, ben, c'est terminé. C'est la fin de l'abondance, disait le président il y a un an et demi. Et je pense que bah, il va falloir vivre différemment. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre moins bien, mais en tout cas, il va falloir faire les choses radicalement différemment. Ouais. Vous pointez du doigt le rôle de l'agriculture dans l'utilisation de l'eau en France et ailleurs. Quelles seraient selon vous les solutions apportées aux agriculteurs en France et ailleurs pour mieux gérer la ressource en eau? Bah, effectivement, moi je pense qu'un des principaux points, c'est l'agriculture et qu'on doit changer radicalement notre agriculture. Mais il ne faut pas changer d'agriculture et d'agriculteurs. Je pense que c'est les agriculteurs qui sont les premiers touchés par la crise climatique, par la crise environnementale. Et donc, c'est eux qu'on doit aider. Il y a des cultures qu'on doit arrêter. Il n'est pas possible de faire du maïs en plein soleil. C'est une plante tropicale, elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire en France en plein soleil. Est-ce qu'il est normal d'avoir de l'élevage intensif et de faire des épandages avec, avec les résidus de l'épandage, avec des épandages avec les résidus de l'élevage intensif? On ne se rend pas compte, hein, mais finalement, l'agriculture, c'est ce qui va polluer les sols, polluer l'eau, tuer les agriculteurs. Et finalement, c'est pour ça qu'il faut changer radicalement notre façon de faire, avec revenir ce que j'appelle le bon sens paysan, et revenir finalement à d'autres échelles, à d'autres cultures. Et moi, je pense qu'aussi sur le sujet de la viande, il va falloir qu'on change quand même radicalement notre consommation de viande. Moi, je viens d'une famille où la viande, c'était pas matin, midi et soir, mais c'était au moins midi et soir. Et je pense que c'est et parce que c'était finalement, je pense pour mes parents, une façon de se faire plaisir, ou enfin, c'était dans l'air du temps. Aujourd'hui, c'est pas possible quand on voit le poids carbone et le poids en eau d'un litre de viande rouge. Il faut qu'on change nos habitudes. Ça ne veut pas dire qu'on va moins vivre, d'ailleurs, moins bien vivre. Et je pense que ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de se saisir du sujet pour pouvoir le canaliser. C'est beaucoup plus facile de choisir de changer plutôt que de subir le changement. Et en tout cas, à titre personnel, c'est ce que j'ai essayé de faire. Choisir de changer plutôt que subir le changement. Alors, vous qui travaillez dans tout le territoire, je veux dire, en France, comment cette approche, vous pouvez l'amener au niveau des agriculteurs? Comment finalement ce type d'approche pourrait finalement être intégré chez les agriculteurs, mais aussi chez les personnes comme vos parents? Encore une fois, vous dites que vos parents avaient ces habitudes-là, mais nombreuses sont les personnes à vouloir quand même en France manger de la viande. Bah, en tout cas, c'est vous les journalistes. Ça veut dire que vous évangélisez et je dois dire que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, manger de la viande matin, midi et soir soit bien vu. D'abord parce que c'est pas bon pour la santé, donc c'est pas bon pour soi, et puis ensuite c'est pas bon pour la planète. Moi, par rapport à votre point là sur qu'est-ce qu'il faut faire avec les agriculteurs, je suis en train de lire le dernier prix Albert Londres de Nicolas Legendre, Silence dans les champs. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire. Alors, je l'ai pas terminé, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc c'est un journaliste breton qui vraiment qui rentre dans les fermes. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'il y a des modèles hein, de fermes qui changent. Si on prend le modèle français, aujourd'hui, on va dire qu'il y a une sorte d'omerta entre les coopératives et les agriculteurs. Mais là, je ne l'ai pas terminé le livre, mais ce que Nicolas Legendre a l'air de montrer, c'est qu'il y a des nouveaux modèles qui sont en train de sortir avec des agriculteurs qui vivent mieux, qui gagnent plus d'argent et qui sortent finalement du modèle tout productiviste. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, hein. Ce que j'ai fait, c'est juste un panorama, une photo du sujet de l'eau et ce que j'ai vu, ce que je savais, mais ce que j'ai vu partout finalement, c'est l'importance de l'agriculture et des modèles agricoles dans l'utilisation de l'eau et au-delà de l'utilisation aussi dans la pollution dans la pollution qu'on peut faire de l'eau.
le fait, l'approche que vous avez acquise à travers votre expérience et aussi le fait que vous avez souligné, en fait, vous avez parlé d'un ouvrage, mais vous avez quand même une approche de terrain. Et cette approche de terrain ne peut-elle pas être bénéfique justement pour parler aux agriculteurs, même si votre ouvrage, encore une fois, c'est un ouvrage qui donne une vision globale de l'utilisation de l'eau par les agriculteurs. Est-ce que votre expérience, vous, en tant qu'entrepreneur, ne peut-elle pas finalement permettre aussi d'aider ces agriculteurs? Est-ce Ah, qu'aujourd'hui, vous ne moi, pouvez pas aller vers les agriculteurs, leur parler? en tout cas, ce que je veux pas, c'est un, être donneur de leçons, et deux, je pense que les agriculteurs, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. En réalité, ils le faisaient, leurs parents et leurs grands-parents le faisaient comme ça. Donc, on a oublié le bon sens paysan, justement. Donc, je pense que c'est pas à moi de donner des leçons à un tel ou un tel. Par contre, j'espère que mon livre, mon ouvrage aura participé à l'évangélisation sur les effets délétères d'une agriculture intensive sur l'eau, et sur la quantité et la qualité de l'eau. Je vois. On parle beaucoup aujourd'hui de métiers verts. Je reviens encore sur cette notion d'implication de l'entrepreneuriat dans l'approche pédagogique. Comment, en fait, aujourd'hui, vous pourriez approcher les écoles agricole sur cette question. Votre livre est un livre très documenté, avec des éléments qui viennent d'ailleurs et des éléments qui sont prouvés. Est-ce que ça ne peut pas aider justement cette jeunesse à mieux comprendre l'agriculture et intégrer le marché de l'agriculture d'une autre manière? Ben, si vous voulez, non, mais je pense que si vous voulez, c'est un ensemble d'éléments. Moi, mon petit ouvrage de 150 pages, peut-être que ça leur permettra de prendre conscience de certains enjeux de l'eau, mais encore une fois, je pense que les agriculteurs, ils sont au centre du jeu et ils ont tout à fait conscience de ce qui se passe, de ce qui s'est passé par le passé et des excès qui a pu avoir. C'est les premières victimes de ces excès. Je vois. Dans cet ouvrage, vous expliquez qu'il n'y a pas qu'en Afrique ou au Moyen-Orient que la ressource en eau est problématique. En Europe également, il y a des problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement. Où se trouvent ces pays d'Europe? Vous avez parlé de 5% en fait, à un moment dans l'ouvrage. Donc, sur l'accès à l'eau et l'assainissement, Oui, bah, là, en fait, ce qu'on voit et ce qui est assez nouveau, hein, mais ce qui est assez catastrophique, c'est que même en France, on a des problèmes de qualité d'eau du robinet. Donc, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais en octobre 2023, enfin, entre septembre et octobre 2023, il y a plusieurs rapports qui sont sortis, qui ont été repris dans Le Monde et dans le Canard enchaîné, qui ont montré que finalement, les, un cinquième des Français buvaient une eau du robinet qui était non potable, principalement à cause de pollution avec des métabolites de pesticides et des pesticides. Et parce que là, on s'est mis à chercher de molécules, et ben, plus on en a trouvé. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que l'enjeu majeur pour moi, c'est vraiment la potabilisation potabilisation de l'eau du robinet et la dépollution des eaux usées avant de les remettre dans le circuit. Donc, je pense que là, vous pouvez prendre chacun des pays européens et tous les pays européens sont concernés. Euh, la France n'est pas particulièrement un bon élève. je vois. Et justement, vous qui avez travaillé à Veolia, il y avait quand même une problématique au niveau de l'accès à l'eau dans d'autres pays sur cette potabilisation. Vous qui avez cette expérience, quel serait le conseil que vous pourriez donner pour une meilleure, justement, potabilisation de l'eau? Vous avez parlé de ce rapport, c'est vrai, en septembre, mais il y avait des villes où, pendant quelques années, on nous disait que l'eau du robinet était fiable, bien meilleure que l'eau en bouteille. Mais c'est pas mon propos de dire que l'eau du robinet et que un cinquième des Français en bu une eau du robinet non potable. Là, je sais pas si vous avez vu la semaine dernière, mais il y a une étude américaine qui a testé sur trois marques de bouteilles. Ils n'ont pas donné le nom des marques, mais ils ont trouvé plus de 250 000 particules de plastique par bouteille. 250 000 particules de plastique par bouteille. Donc, quand vous buvez de l'eau dans une bouteille en plastique du soda,
vous ingurgitez ces 250 000 particules Mm. dans votre corps. Le sujet, c'est pas est-ce que l'eau du robinet elle est moins bonne que l'eau en bouteille. On Oui. voit qu'il y a des problèmes dans les deux. Il y en a une qui pollue beaucoup et l'autre qui ne pollue pas. En l'occurrence, pour revenir sur votre point, le gros sujet de l'eau du robinet, c'est une volonté politique. Ça veut dire que si le politique met de l'argent, vous avez des entreprises qui peuvent faire les infrastructures pour potabiliser l'eau du robinet. On sait dessaler l'eau de mer. Donc, le sujet, c'est pas on sait faire de l'eau potable. D'ailleurs, vous voyez, Castali, on a une activité philanthropique en Éthiopie, à Adama, avec un programme dans un bidonville, avec une fondation qui s'appelle Made Blue. Et donc là, on donne accès à l'eau potable. C'est facile de donner accès à l'eau potable. Après, bon, de faire durer dans la vie les infrastructures, c'est un autre sujet. Mais le sujet, c'est une volonté politique. C'est plutôt une volonté politique. Vous parliez du suivi des projets liés à l'accès à l'eau. Moi, j'ai une question par rapport justement à tous ces projets. Qu'est-ce que vous pensez justement des projets d'adduction d'eau, d'accès à l'eau financés par les institutions internationales? Alors, je ne sais pas si c'est une question piège. Moi, je pense que c'est une... Non, mais le vrai sujet, c'est pas tellement le financement de l'infrastructure. C'est après Mm. la gestion de l'infrastructure. Moi, je l'ai vu, puisqu'on a travaillé avec une autre fondation que je ne citerai pas avant. Euh, Si vous ne mettez pas un projet entrepreneurial avec de la maintenance et où finalement vous avez des entrepreneurs, des entrepreneuses d'ailleurs, parce que là, en Éthiopie, c'est des femmes Ah oui. qui gèrent les infrastructures, enfin, qui vont gérer finalement leur petit business, ce qu'on voit, c'est que assez rapidement, il y a un délitement, il y a pas de maintenance, et donc il y a une baisse de la qualité. Donc, moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait des projets de financement d'infrastructures, mais qui doivent être suivis dans le temps. L'Éthiopie est un pays qui est aussi, qui connaît aussi des conflits. En période de conflit, comment faire face justement à ce type de projet, de suivi de projet? Ben, c'est très complexe, c'est un gros sujet dans le déploiement. Pour le moment, on n'a pas remis en cause notre participation. La ville sur laquelle on intervient, elle est pas, y a pas eu de conflit direct dans la ville, mais par contre, c'est un gros problème. Et si on est bloqué sur l'Éthiopie, on ira, on regardera ailleurs. Mais c'est pas possible. En tout cas, moi, je sais, moi, si vous voulez, je suis une petite PME, je ne sais pas gérer du financement d'infrastructures dans des pays en guerre. Oui, je comprends. Et pourquoi avoir choisi l'Éthiopie? Une rencontre avec le fondateur de la fondation, Made Blue, qui m'a présenté tous ses projets. Il y en avait une trentaine. Et puis l'Éthiopie, et ce programme en Éthiopie avait une particularité, c'est qu'il est sur un bidonville et il s'appuie sur les écoles. Et donc, vous financez l'accès à l'eau potable, les douches, les toilettes dans l'école, et ça permet finalement au bidonville le matin et le soir de l'utiliser, et la journée à l'école d'utiliser. Ça augmente le taux de scolarisation, en particulier des jeunes filles. Et du coup, c'est ce qui m'a paru maximiser finalement l'impact qu'on pouvait avoir. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce programme. Oui, et je me suis rendu sur place. J'ai fait une visite sur place pour regarder un projet qui avait déjà, enfin, un site qui avait déjà été financé et regarder comment ça fonctionnait. Oui, vous avez été quand même sur le terrain pour vérifier. Oui. Alors, votre ouvrage, en fait, donc il a 150 pages. Il est assez documenté. En une phrase, comment décrirez-vous cet ouvrage? Un cri du cœur. Je sais pas si c'est un cri du cœur, mais en tout cas, je pense que c'est un livre qui se veut positif, qui aborde des solutions. Donc, alors, je donne pas toutes les clés. Je pense que c'est plutôt un bon bouquin pour des entrepreneurs en herbe qui voudraient trouver des business à lancer. Juste dernier mot. Votre message en anglais, et nous n'avons pas parlé en français, donc en anglais, sur ce qu'est Castali et pourquoi votre livre, L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse. Castali is a high-end water tech solution, and why should you read my book? I think because it's a very positive book with a solution, and I think it's very important in 2024 to have solution because we need solution. Merci. Vous pensez le traduire en anglais? Écoutez, pourquoi pas?
Si, c'est une bonne idée. Eh bien, merci, merci. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Your Voice avec Thibault Lamarque sur Radio Ira Environnement.